Bonjour et bienvenue à Question d'actualité. Philippe Labrec à la barre. Dehors les gringos. Voilà le slogan que lancent des résidents de la ville de Mexico au Mexique lors de manifestations récentes blâmant les expatriés américains et occidentaux, notamment, qui se sont installés à Mexico et qui font grimper le coût de la vie pour les habitants au sein d'un phénomène d'embourgeoisement de la ville et de ses quartiers. Réaction politique anti-immigrationniste de Trump ou peut-être montée du courant indigéniste et décolonial. Pour en discuter, nous recevons Jérôme Blanchet-Gravel, rédacteur en chef chez Libre Média et résident mexicain à César. Bienvenue à Question d'actualité. Merci de l'invitation. En premier lieu, quel est l'état des lieux, en fait, là-bas, en ce qui a trait aux expatriés? Il y en a combien? Ils sont arrivés quand? Et pourquoi est-ce qu'on choisit le Mexique comme tel? Ben, je voudrais que cette nouvelle vague d'expatriés, c'est durant la pandémie, hein, que cette vague a démarré. Donc, durant la pandémie, des milliers, en fait, de télétravailleurs, surtout américains, débarquent à Mexico, mais aussi ailleurs au Mexique, sur les côtes, etc. Mais beaucoup dans la capitale. Donc, on parle des quartiers comme Roma, La Condesa, donc les beaux quartiers, en fait, du centre de Mexico. On pourrait dire les quartiers blancs aussi, d'une certaine façon. Hein, donc, c'est pas... Quartier blanc, côté ethnique? Oui. Donc ça, c'est un peu un tabou là, que je lance comme ça. Bon, moi, je suis pas mexicain, donc je peux me permettre de dire certaines choses qui, effectivement, restent plus sensibles dans la société mexicaine. Donc oui, ce sont les quartiers blancs, ce sont les quartiers riches où des milliers de télétravailleurs Parce qu'il faut rappeler qu'il y a une certaine ouais. distinction ethnique au Mexique. Là, c'est pas uniforme, si je peux dire, au côté ethnique. Là. Il y en a des, entre guillemets, plus foncés et moins foncés. Exactement. Donc, c'est une société coloniale, en fait, hein, qui reste divisée, structurée en fonction, malheureusement, de vieux schémas hérités de la colonisation espagnole. Ça m'a beaucoup frappé d'entrée de jeu. J'en parle un petit peu dans mon livre Un Québécois à Mexico. Donc, un récit d'un double choc culturel, c'est le sous-titre de ce livre-là. Donc, oui, c'est une société qui, quand même, est prisonnière d'une sorte de racisme systémique. C'est un concept que je n'aime pas beaucoup, du moins comme il est employé au Canada, dans les sociétés occidentales. C'est un concept un peu problématique, mais au Mexique, en Amérique latine, je pense qu'il a une certaine valeur empirique. Là. Il décrit quelque chose quand même. Mais au sein de la société mexicaine comme telle, ça a plus ou moins rapport avec les expatriés, mais ça s'y ajoute, j'imagine. Oui, c'est ça. C'est que là, on peut effectivement superposer deux phénomènes. Donc, d'abord, un phénomène qui est celui d'une Amérique latine, évidemment, où les descendants des Espagnols sont généralement plus riches. Mais encore là, il faut faire beaucoup de nuances parce que aussi, c'est une société très métissée, très mélangée. Donc, oui, les descendants des Espagnols sont généralement plus riches que les Autochtones, qui sont quand même moins 85% de la population. Donc, c'est sûr qu'il y a un décalage. Par exemple, si vous regardez la télévision mexicaine, hein, les fameuses, par exemple, les telenovelas, si vous regardez qui dirigent les universités, vous apercevez que vous avez un peu l'impression, en fait, d'être en Espagne. C'est-à-dire, les gens que vous voyez à la télévision, souvent, sont des Blancs et des gens que vous ne croisez pas dans la rue tous les jours. Là. Donc, dans les quartiers riches, ceux qui ont été effectivement pris d'assaut, en quelque sorte, par ces télétravailleurs américains, les gens bruns, si je peux dire, hein, puis en plus, brun, c'est Morena, hein, c'est-à-dire le grand parti indigéniste et décolonial au Mexique qui est au pouvoir depuis 2018, Morena, ça veut dire brune, hein, Morena, donc les gens, oui. il y a carrément quelque chose ici, là. Donc les gens autochtones, enfin, de visu, qui sont dans ces quartiers-là sont c'est-à-dire les domestiques, les cuisiniers, etc. Donc il y a... Ceux qui souffrent de l'embourgeoisement. Ces gens-là ne vivent pas là. Vraiment, ceux qui habitent dans ces quartiers-là, ce sont des gens plutôt très, très aisés, en fait, par rapport au reste de la société mexicaine. Et donc, il y avait déjà des Mexicains, un peu comme ceux qu'on va appeler les White Mexicans. Il y a toutes sortes de... Oui. Donc, ces Mexicains un peu très occidentalisés, finalement, qui sont un peu en rupture... Qui souffrent de l'embourgeoisement, en fait. Qui souffrent de l'embourgeoisement, je vous dirais... les Mexicains, écoute, lambda, vivent déjà en fait en périphérie de la ville de Mexico. Ça, c'est clair. Les quartiers centraux étaient déjà réservés à des classes plus aisées. Donc, là, tu poses une très bonne question, Philippe.
Donc, il faut quand même, on pourrait penser en fait que les premières victimes sont les gens de la classe media alta, c'est-à-dire une sorte de catégorie sociale entre les riches et les ultra-riches. Il y a pas vraiment de classe moyenne en fait au Mexique. C'est encore très embryonnaire, un peu partout en Amérique latine, c'est un peu la même chose. Donc, on pourrait dire que ce sont en fait, les Mexicains de la petite bourgeoisie qui sont les premières victimes de cette gentrification accélérée qui est liée, je le répète, à l'arrivée de télétravailleurs américains en particulier durant la pandémie. Donc, c'est vrai, en fait, c'est vrai. Là, puis on peut l'observer ailleurs aussi, Philippe. C'est pas qu'au c'est vrai Mexique. que c'est pas qu'au C'est assez Mexique, mondial. mais c'est vrai que ça fait monter les prix. Ça, c'est sûr. Et tout le phénomène des Airbnb, donc il y a aussi cette problématique, là, c'est-à-dire la multiplication des espaces consacrés au tourisme. Là, ça aussi, ça fait partie un peu de ce qu'on décrit là, au Mais revenons sens à la de source. dénoncer. Pourquoi est-ce que ces Américains-là, mais j'imagine qu'il n'y a pas que des Américains, mais j'ai vu le même phénomène ailleurs, là, des Occidentaux globalement qui vont dans des pays moins riches, économiquement un peu moins développés, qui quittent les grands centres urbains occidentaux pour aller s'installer dans des endroits où ça coûte moins cher, en gros, pour eux, du moins de leur point de vue. Ça me semble assez global comme mouvement. Mais pourquoi est-ce que les Américains ont choisi Mexico en particulier? Ben, parce que Mexico, d'abord, est une ville exceptionnelle. Hein. C'est très, très, très sous-estimé au Québec. C'est vraiment extrêmement agréable, en fait, comme style de vie, mode de vie. Les quartiers centraux sont magnifiques, c'est vert. Il y a un côté hipster dans ces quartiers-là. Moi, bon, j'aimais fréquenter ces quartiers-là. J'aime encore les fréquenter, mais je trouvais justement que ça manquait un peu d'authenticité. C'est-à-dire, il y a trop d'Américains selon mes goûts personnels. Et moi, on me confond en plus Ah ben oui. avec ces gens-là qui sont évidemment de majorité protestante, etc. Donc moi, il faut toujours que j'explique aux Mexicains que je ne suis Est-ce pas qu'il y a un gringo. clash religieux entre catholiques et protestants? Non, non, mais je m'amuse, mais Hmm. bon, mais c'est un peu amusant ou pas, ou un peu insultant de se faire confondre constamment avec les Américains parce que bon, on sait, nous, on était plutôt conquis par les Britanniques, là. On ne sommes ni Britanniques ni protestants, enfin, de mon point de vue, peut-être nationalistes. Donc, on passe son temps à expliquer ça aux Mexicains. Donc, mais évidemment, c'est le faciès qui parle, là. Ouais. Donc, mais ce qu'il faut rappeler aux auditeurs quand même, c'est qu'il y a eu des manifestations violentes là, récemment à Mexico où un mouvement, c'est ça, contre la gentrification, s'en est pris à des commerces violemment. Il y a des vidéos là, qui circulent où on voit des gens couchés en dessous de tables de café Starbucks ou de simulacres de ces cafés-là, donc toutes ces espèces d'espaces de télétravail super branchés. Et là, il y a une colère qui s'exprime violemment. Et c'est dangereux, honnêtement, parce que pour avoir quand même côtoyé ou enfin une fois, par exemple, à Oaxaca, j'étais pas à Mexico, mais j'ai été pris à partir d'une manifestation par justement, ben, en fait, c'est une manifestation féministe, là, radicale, et j'ai été pris à partie justement par à peu près 50 militantes qui me criaient justement Afuera Gringo. Et Hmm. je peux vous dire que ces Dehors, gens-là, gringo. Dehors, c'est ça. l'étranger. C'est ça. Donc, il y a une xénophobie, carrément, décomplexée. Est-ce qu'elle est justifiée en partie sur le plan économique? Mais c'est pas très chic et je pense que c'est dangereux. En fait, parce que ces mouvements de foule-là peuvent entraîner d'importants débordements. Je pense que les autorités doivent mettre un terme immédiatement à ce genre de violence urbaine et qui vont pas non plus aider le Mexique. Là. C'est évidemment les expatriés emmènent des problèmes, mais ils amènent aussi Et de les l'argent. capitaux, Là. ouais, c'est ça. Ouais, quand même pas mal. Donc, mais le phénomène est partout, tu vois. Et moi, j'ai constaté, par exemple, à Oaxaca, c'est ma deuxième ville au Mexique, là, dans le sud, ville patrimoniale exceptionnelle. Et j'ai constaté moi-même la multiplication des tags. Par exemple, Afuera Gringo, il y a eu de plus en plus de tags, c'est de graffitis qui invitent les gringos à C'est pas retourner hypocrite chez un peu, eux. dans le sens où on regarde, en ce qui a trait aux États-Unis en particulier, là, il y a peut-être 30 à 35 millions de personnes d'origine mexicaine, du moins, vivant aux États-Unis en ce moment. On dirait que quelques milliers, peut-être 10 ou 20 000, gros, je sais pas exactement, là, mais d'Américains vivant en tant qu'expatriés au Mexique. Ça me semble un petit peu hypocrite que les Mexicains disent aux Américains de quitter. Oui, ben écoutez, c'est pas cohérent comme mouvement. Et effectivement, de la part de la gauche, c'est encore moins cohérent. C'est-à-dire la gauche qui va dénoncer, la gauche mexicaine, qui va dénoncer quotidiennement la xénophobie des républicains, les politiques de Trump, les politiques migratoires de Trump très musclées, et qui vont en même temps verser dans finalement le même sentiment, c'est-à-dire la xénophobie ordinaire finalement. Mais en même temps, on peut y Et voir une décomplexés, réponse. surtout. Hein.
Oui, c'est décomplexé. Comme c'est à gauche, ben c'est évidemment, c'est le bien Ouais. incarné là, qui s'exprime. Donc, mais on peut voir, c'est une réponse un peu symétrique, là, c'est-à-dire d'un côté, les Mexicains se sentent discriminés. Bon, je ne dirais pas jusqu'à dire que les Blancs et les Occidentaux se sentent discriminés à Mexico, là. C'est un peu le contraire d'une certaine façon. Mais c'est deux mouvements xénophobes, hein, finalement, qui peut-être se répondent. Et ça s'inscrit, Philippe, dans moi, ce que j'appelle la mouvance décoloniale, je n'ai pas inventé ça, et ce qu'on appelle le mouvement indigéniste au Mexique, c'est-à-dire un mouvement qui vise à revaloriser l'héritage autochtone. Je pense que c'est très important, mais qui s'exprime un peu, qui est revanchard en fait, et qui affiche une certaine hostilité non seulement à l'égard de l'Espagne, par exemple, hein, AMLO, l'ancien président mexicain, avait demandé, par exemple, à l'Espagne de s'excuser pour la conquête, ce qui n'a pas été fait, ce qui est un historique un peu ridicule, et AMLO lui-même est un descendant des Espagnols, donc c'est toujours un peu ridicule, là. Et paradoxal, en tout cas du moins contradictoire. Ben, c'est similaire à un discours qu'on a ici même en Occident. J'ai l'impression qu'ils sont un peu, j'allais dire, en retard, ou du moins il y a un décalage. Et là, ce discours indigéniste post-colonial ou décolonial Mhm. s'installe là-bas. Est-ce qu'on... C'est un peu ça ou... Mais c'est un peu la même chose en fait qu'on a vu au Canada, effectivement, le déboulonnage de statuts, etc. Donc c'est toujours la question autochtone, hein, c'est-à-dire face à l'Occident colonialiste. Donc se décoloniser en fait, qu'est-ce que ça veut dire exactement alors qu'il y a quelque chose d'irréversible forcément dans la conquête des Amériques, là. Mais il y a vraiment un clash. Il y a un clash. C'est-à-dire, moi, je comprends quand même la plupart des revendications du mouvement indigéniste au Mexique. Je pense que c'est une société qui doit quand même se défaire de schémas coloniaux qui sont très nets, là. Il y a un racisme au Mexique dans la société mexicaine, hein, C'est c'est-à-dire ça, les Mexicains, entre eux, préfèrent en fait la peau claire, là. C'est-à-dire c'est très clair à l'intérieur des familles. une hiérarchie. euh, c'est eux qui maintiennent ça, en fait, hein. Mais c'est très fort, hein, la culture, Mais les en tout cas, expatriés américains sont pris là-dedans, en gros. Ils sont un peu Ben, absorbés dans un conflit ou du moins des tensions ethniques qu'ils ne comprennent peut-être pas très bien. non, je pense que la plupart des expats ne comprennent pas grand-chose en général à leur situation, parce que c'est sûr que, je veux dire, c'est quand même des gens qui atterrissent dans un pays qu'ils ne connaissent pas. Ça, c'est très clair, là. Donc, je veux dire, c'est des Américains qui débarquent à Mexico, ne savent rien du Mexique. Ils vivent dans une société, ils vivent à l'écart, finalement, des Mexicains. Un peu comme tous les expatriés, aussi, les Canadiens, dans les resorts ou dans les stations balnéaires, ce qu'on appelle les cerradas, là, les quartiers fermés là, et sécurisés, etc. Donc, en général, les expatriés vivent complètement en parallèle, c'est-à-dire en apartheid, hein, finalement, Hmm. de la société d'accueil, si on peut dire. Mais ils profitent Donc, du coût de la vie relativement faible dans ces pays-là. C'est l'avantage de travailler à distance, mais avec un salaire, entre guillemets, américain, mais dans un endroit où le coût de la vie est très faible en moins d'une minute. oui, Mexico c'est pas si peu cher que ça, par contre, mais c'est quand même beaucoup moins cher. Si vous avez de New York, j'imagine que Ouais. c'est moitié moins cher, mais quand même, je vous dirais que les loyers à Mexico, ça se compare aux loyers de la ville de Québec, quand même, qui ont beaucoup augmenté récemment. Donc, c'est quand même une ville de 25 millions, une pression quand même immobilière assez forte. Donc, c'est pas non plus, on est quand même dans la métropole. Donc, c'est pas. Mais ça reste moins cher, ça, c'est sûr. Donc, c'est meilleur de deux mondes, d'une certaine façon. Donc, oui, recevoir un salaire En dollars en dollars américains. américains et payer sa vie en Ah pesos, ouais. effectivement, c'est avantageux. Donc, c'est un problème, puis c'est un avantage. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un exode des capitaux qui s'en va au Mexique. Le Mexique ne peut pas se passer ni du tourisme, ni des expatriés, je pense. Cuba en sait quelque chose aussi, malgré bon, Hmm. son idéologie. Mais puis ce qu'on peut rajouter aussi à ça, Philippe, c'est évidemment Rapidement. c'est l'histoire, hein, la conflictualité entre les États-Unis et le Mexique. Les États-Unis ont finalement conquis la moitié du territoire mexicain qui a été cédé aux États-Unis durant la guerre au 19e siècle. Donc, Américano-mexicain, ouais. c'est ça. Donc, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'éléments historiques. Chose certaine, c'est un mouvement qui est à surveiller parce que je pense qu'il peut y avoir des débordements violents assez rapidement. Jérôme Blanchet-Gravel, rédacteur en chef chez Libre Média. Merci. Merci à notre Merci beaucoup. auditoire. Demain à l'émission, nous discutons du blanc de Valérie Plante avec Marc-Antoine Desjardins, ex-candidat à la mairie, à la technique, Lysandre Duplay, à l'animation moi-même, Philippe Labrec, et on vous invite à rester sur les ondes de Radio